Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous suivre sur DTV, les titres de ce journal. Crise scolaire, l'appel du ministre de l'Éducation nationale à l'endroit des enseignants dans l'oreille d'un sourd. La FEDER maintient son plan d'action et boycotte les salles de classe. Les camarades de Mbaye Sarr demandent des négociations sérieuses avec le gouvernement. Plus de 2500 maîtrisards et doctorants en droit sont au chômage. Ce faible taux de l'insertion professionnelle de ces diplômés inquiète les étudiants en droit. Ils interpellent le gouvernement et l'invitent à trouver des solutions. Consommation locale, le Sénégal promeut l'huile d'arachide du pays. Plus de 200 000 tonnes par an sont attendues pour les années à venir. Annonce du ministre du Commerce, un comité de régulation du marché sera mis sur pied. La Sonacos donne des gages. Et enfin, querelle interne à l'APR à moins d'1 an de la présidentielle. Le conseiller spécial du président de la République, Abdourahmane Ndiaye, les explique par le choc des ambitions et un manque de structuration à la base. Pour lui, cela témoigne de la vitalité du parti. Bien supposé mal acquis, l'ex-sénatrice libérale Aïda Diong obtient un non-lieu et il était poursuivi par la CREI pour corruption et enrichissement illicite. Annonce faite par son avocat. Maître Seydou Diagne révèle que les biens saisis de l'ex-maire des HLM lui ont été restitués. Il ajoute que sa cliente n'a aucun ressentiment et n'en veut à personne. Elle ne demande même pas d'indemnité. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Le ministre de l'Éducation nationale invite les syndicats d'enseignants à suspendre leur grève, retourner dans les salles de classe et faire des contre-propositions. Selon lui, c'est l'attitude la plus responsable au moment des discussions. Serigne Mbaye Thiam a également déploré les cours privés enseignés dans les écoles publiques. Nous retrouvons Mamadou Diop. Crise dans le système éducatif, le ministre de l'Éducation nationale appelle les syndicats d'enseignants à suspendre la grève et faire des contre-propositions. Selon Serigne Mbaye Thiam, c'est l'attitude la plus responsable qu'il fallait adopter. Si le gouvernement s'est mobilisé autour du Premier ministre pour les recevoir pendant 10 heures de temps, discuter avec ces organisations, l'attitude la plus responsable à l'issue de cette rencontre, à mon sens, c'était de suspendre la grève et de faire des contre-propositions. Aujourd'hui, le gouvernement, pour la question qui préoccupe beaucoup les organisations syndicales, qui est la question de l'indemnité de logement, le gouvernement a fait une proposition d'une dotation de 12 milliards de francs CFA. Serigne Mbaye Thiam insiste pour dire que le fil du dialogue n'est toujours pas rompu entre le gouvernement et les enseignants grévistes. En d'actions qui sont déroulées, le dialogue n'a jamais été rompu entre le gouvernement et les organisations syndicales. Nous continuons à discuter sur les questions pour prendre en compte leurs préoccupations. L'autre problème soulevé par le ministre de l'Éducation nationale, c'est les cours privés payants dans les établissements publics. Pour lui, c'est une pratique inacceptable. Donc je pense que c'est faire un mauvais procès au ministère de l'Éducation nationale que de dire que la circulaire a été prise pour une quelconque guerre contre les enseignants dans un contexte de grève. Parce qu'en 2010, lorsque cette circulaire était prise, au moment où moi-même je n'étais pas au ministère de l'Éducation, je ne pense pas qu'on pouvait prévoir qu'en mars 2017, il y aurait une grève. Toutefois, il dit ne pas être contre si l'école qui accueille ses cours y trouve son compte. Serigne Mbaye Thiam présidait à Saly Portudal le lancement de l'application de programmation et de suivi des infrastructures scolaires au ministère de l'Éducation nationale. Une application qui permet à tous les acteurs de l'éducation et à tous les décideurs de disposer à temps réel de la situation des projets de construction depuis la phase d'identification du projet jusqu'à sa phase finale. Arrêtons-nous à cet appel au sens de la responsabilité lancé par le ministre de l'Éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam. La FEDER refuse de s'y conformer. Elle déroule son 7e plan d'action à partir de ce mardi. Elle veut pousser le gouvernement à engager des négociations sérieuses sur le protocole d'accord du 17 février 2014. Et sur ce plan, la FEDER reste intransigeante, n'est-ce pas, Mohamedou Diallo? Sens de la responsabilité. Les syndicats d'enseignants en manquent-ils? En tout cas, c'est ce à quoi les appelle leur ministre de tutelle. Il est toujours en retrait et par rapport à cette situation pour donner l'impression que ce n'est pas lui le responsable, mais qu'en réalité c'est le gouvernement qui est toujours responsable. Et c'est la raison pour laquelle il n'est pas sérieux en faisant cet appel-là. Pas d'écho favorable à l'invite de Serigne Mbaye Thiam. La FEDER compte exécuter son 7e plan d'action. Demain mardi, on débrayage à 10h, mercredi, jeudi, grève totale.
Et ceci pour pousser le gouvernement à s'asseoir avec nous pour ouvrir des négociations sérieuses. Le principal goulot d'étranglement, l'indemnité de logement, même si le gouvernement du Sénégal annonce une enveloppe de 12 milliards à partir du 1er janvier 2019. Le montant de 6 000 francs alloué pour augmenter l'indemnité de logement, c'est un montant dérisoire et ridicule. À la limite même, c'est un montant qui agresse les enseignants. Mener des plans d'action pour pousser le gouvernement à réagir demeure une constante préoccupation pour les syndicats d'enseignants. Le saviez-vous, plus de 2500 maîtrisards et doctorants hongrois sont sans emploi. Le faible taux de l'insertion professionnelle de ces diplômés inquiète plus d'un, surtout les principaux conseillers. La faculté des sciences et juridiques et politiques de l'UQAD interpelle l'État et l'invite à faire en sorte que le système de formation leur assure des compétences durables, un sujet de Djibissa Adjoni. De formation par excellence. Chaque année, des milliers d'étudiants sont orientés à l'UQAD, plus précisément à la faculté des sciences juridiques et politiques. Malheureusement, peu y sortent avec leur diplôme en poche. Les concernés tentent d'analyser la situation. Le système de la faculté de droit est un système autosélectif. Il n'est pas donné à n'importe qui d'avoir la maîtrise ici à la faculté de droit. En première année, par exemple, vous êtes 6 000. En deuxième année, vous êtes 3 000. En licence, vous êtes 2 000 ou bien master, vous êtes 1 000. L'insertion professionnelle des diplômés en droit fait défaut au Sénégal. D'après les dernières estimations, plus de 2500 maîtrisards et doctorants sont au chômage. C'est déplorable quand des étudiants en droit au nombre de 2500 ne puissent pas trouver une insertion professionnelle. Si vous prenez l'exemple de la faculté, il y a des étudiants du droit public et des étudiants du droit privé. Et apparemment, le taux d'insertion des étudiants du droit public est très faible par rapport aux étudiants du droit privé. Vu la situation, ces apprentis juristes interpellent l'État tout en proposant des solutions. Il faut revoir la formation et impliquer tous les acteurs qui seraient disposés à agir. Et aussi, nous aussi appelons les organisations qui s'activent franchement sur le secteur du droit. Ma solution, c'est d'augmenter le taux d'admission des concours. La lente croissance des économies ne permet pas de créer suffisamment d'emplois pour le grand nombre de diplômés en droit qui arrivent chaque année sur le marché. Il urge donc de faire en sorte que le système de formation les assure un maximum de compétences durables. Encore des perturbations à la faculté des lettres de l'UQAD. Les étudiants des départements d'histoire et d'espagnol exigent leur sélection en master. Ils fustigent la démarche de leurs doyens. Selon eux, tous les étudiants ayant rempli les critères de sélection doivent être sélectionnés avant de prendre des partis pris. Voilà, j'y arrive. La réaction de leur porte-parole du jour, Mamadou Yayaba, au micro de notre reporter. Nous voulons étudier, nous voulons étudier. Nous sommes au nombre de 250 au total du département d'espagnol et ceux du département d'histoire. Les textes du système LMD disent qu'un étudiant qui a fait 4 ans, voire 5 ans, a le droit d'être sélectionné en master, mais tel n'est le cas au niveau de notre faculté. Nous n'avons pas constaté cette injustice au niveau des autres facultés. Maintenant, ils veulent nous sacrifier au profit de leur licence et de leur master professionnel. Il y a des professeurs au niveau de notre département, ils ont accepté de nous encadrer. Ils ont accepté de nous encadrer, donc nous répondons aussi aux critères requis. Donc sur ce, je pense que notre chef de département, Moustapha Sall, a refusé de nous encadrer. Et bon, puisque aujourd'hui, nos professeurs acceptent de nous encadrer, je pense qu'un seul ne peut pas bloquer cela. On va paralyser le système scolaire, il n'y aura pas cours. Même s'ils veulent année blanche, nous sommes prêts pour Je l'ai annoncé en titre, le Sénégal promeut la consommation de l'huile d'arachide locale sur le marché. Il se fixe comme objectif de produire 200 000 tonnes d'huile d'arachide par an. Le ministre du Commerce annonce la mise sur pied d'un comité qui va réguler le marché. La Sonacos s'engage à accompagner cette mesure. La finalité de promouvoir le consommé local. Adjara Ndiaye nous en dit plus. Le Sénégal va consommer 200 000 tonnes d'huile pour 600 000 tonnes d'arachide. Une décision du ministère du Commerce pour promouvoir la consommation d'huile d'arachide dans le pays. Face au repli de la demande au niveau du marché mondial, mérite une réflexion sur des débouchés pour mettre l'huile raffinée d'arachide à la disposition des consommateurs.
Un tel schéma ne pourra s'appliquer qu'avec le renforcement de l'accès au marché de notre huile, ce qui nécessite la contribution de tous les acteurs, industriels comme importateurs, distributeurs et commerçants. L'État pourra également faire sa part en mettant en place un dispositif de régulation au regard du gap de compétitivité prix qui frappe l'huile raffinée d'arachide de qualité supérieure comparée aux autres huiles. La Sonacos s'engage à accompagner cette mesure et révèle que la priorité sera accordée aux paysans. Tenant compte des récoltes, le ministère du Commerce peut fixer les quantités que les artisans peuvent triturer. Le ministère du Commerce peut fixer le prix auquel les artisans vont vendre l'huile ségale aux industriels. Et le ministère du Commerce fixera le prix auquel les industriels doivent vendre le prix de l'huile raffinée conforme aux normes internationales. Par ailleurs, l'ASCOSEN exhorte les acteurs à se pencher sur le prix. Vu la production nationale qui est très importante, des décisions doivent être prises pour la filière. Et quand on parle de la filière, on parle du producteur jusqu'au consommateur. Chaque acteur doit y trouver son compte. C'est pourquoi je demande, en toute transparence, que la structure du prix soit faite le plus rapidement possible. À noter que l'huile de palme occupe 80% du marché et celle de l'arachide 5%. Pour le ministre, ce chiffre ne boostera pas l'économie du pays. Il compte ainsi, en collaboration avec les acteurs, mettre en place un comité qui va réguler le marché pour inciter les Sénégalais à la consommation d'huile d'arachide locale. 1900 accidents de travail ont été enregistrés en 2016, une information de la Caisse de sécurité sociale. La mise en place d'un comité d'hygiène et de sécurité dans les entreprises peut faire régresser ce nombre. Le mois de la prévention africaine arrive bientôt. La CSS lance un concours pour récompenser les meilleurs comités en bons d'équipement, de protection et des formations sur la sécurité des installations, entre autres. Les journalistes aussi sont outillés sur la santé au travail et la prévention des risques. Les détails avec Ndeye Fatimlo. Le travail tue dans le monde 3000 personnes par jour selon une étude du Bureau international du travail. D'après la Caisse de sécurité sociale, chaque année, la prise en charge technique globale des accidents de travail leur revient à 3 milliards de francs CFA. Mais sur 2016, nous avons reçu, en termes de déclaration au niveau de la Caisse de sécurité sociale, 1918 cas de dossiers d'accidents ou de maladies professionnelles qui sont parvenus à nos services. Les accidents de travail sont en hausse. La prévention des risques montre que tout le monde est concerné. Les journalistes peuvent contribuer à une culture de la prévention en faisant passer des messages clairs et en attirant l'attention de l'opinion publique sur les causes des accidents de travail. Pouvoir diffuser le maximum d'informations, de sensibilisation, de formation et de conseils auprès de nos assurés, à savoir les travailleurs et les employeurs, pour aider, accompagner à la préservation de l'intégrité physique et morale des travailleurs d'une part, mais aussi à la réduction de la charge des accidents de travail. Les entreprises qui ont plus de 50 employés doivent mettre en place un comité d'hygiène et de sécurité. Ce dernier gère la prévention des risques professionnels dans les entreprises. Durant le mois de la prévention africaine, en avril, les meilleurs comités seront récompensés à travers un concours. Le plus important, c'est de toucher la cible. C'est que la culture de la prévention puisse s'installer de façon durable dans les réflexes des entreprises, mais aussi soit internalisée dans les politiques, n'est-ce pas, de développement de ces entreprises comme étant un outil stratégique à travers le comité qui est déjà le levier, n'est-ce pas, structurel au niveau de l'entreprise qui doit polariser toutes les actions en matière, n'est-ce pas, de santé, sécurité au travail. Les comités d'hygiène des entreprises ont jusqu'au 12 avril pour s'inscrire et compétir. Une manière pour la Caisse de sécurité sociale de sensibiliser les entreprises à mettre en place et à rendre fonctionnels ces comités, car seuls 7% des entreprises les ont installés et pourtant ils pourraient faire régresser le taux d'accidents de travail. Le chapitre politique à moins d'1 an de la présidentielle de 2019, l'APR est miné par des querelles internes dans certaines localités. Abdourahmane Ndiaye, conseiller spécial du président de la République, explique ce fait par le choc des ambitions et des prétentions des uns et des autres. À cela s'ajoute un manque de structuration à la base. Cette guéguerre entre responsables peut-elle avoir un impact sur l'électorat du chef de l'État? Son conseiller spécial répond par la négative. Pour lui, ce qui se passe traduit la vitalité du parti, nous dit Codé Ndiaye. Le parti présidentiel miné par des querelles internes
quelques moments après son accession au pouvoir, un phénomène qui prend de l'ampleur à moins d'1 an de la présidentielle de 2019. Ses responsables estiment que c'est la manifestation de la vitalité d'un parti politique. Les origines sont des origines, des ambitions des uns et des autres, et des prétentions des uns et des autres. Une ambition, elle est à encourager, parce que chaque individu doit en avoir. Alors, mais c'est la prétention qui est une émotion démesurée qu'il faut combattre. Donc un parti au pouvoir, un parti massif et massifié, un parti vivant aura toujours en son sein des dissensions, des querelles et des courses de positionnement. L'autre cause peut-être, et encore que ce n'est pas tellement évident, la non-structuration à la base. Cette situation peut-elle être préjudiciable sur l'électorat du président en 2019? Ce responsable apériste répond par la négative. Que le parti ou la direction du parti prenne parti pour Massamba contre Mademba, oui, ça peut être dangereux. Mais si on prend en compte et Massamba et Mademba, on a et Massamba et Mademba et le Royaume, on a tout Makikador. C'est aussi simple que ça. Ce qu'il faut craindre, c'est vrai. Le favoritisme pour quelqu'un peut amener du découragement chez l'autre et qu'il puisse baisser les bras. Baisser les bras peut se faire sous plusieurs formes. La deuxième conséquence possible, c'est aussi de vouloir coûte que coûte attribuer la future victoire de quelqu'un dans une zone au détriment d'un autre. Parcelles Assainies, Biscuiterie, Kaolack, entre autres localités secouées par ces scissions internes au sein du parti présidentiel. Codinien, vous l'avez dit, intéressons-nous au remous au sein de la mouvance présidentielle. D'autres voix se lèvent pour décrier son fonctionnement. Après la sortie du ministre conseiller Youssou Ndour, les militants de la première heure, regroupés autour du collège, les responsables républicains de Dakar, d'Ekalat Ngor, se sentent exclus par leurs adversaires d'hier. Ils ont fait face à la presse ce dimanche pour remettre les pendules à l'heure, disent-ils. C'était en présence d'Ibrahim Fall. Les signaux rouges dans le camp du pouvoir en place, plusieurs sorties faisant état d'un déficit de concertation au sein de la mouvance présidentielle. Les précurseurs de la victoire de l'Alliance pour la République en 2012 se signalent. Cette solidarité qui nous avait permis, avec très peu de moyens, avec un nouveau parti naissant, de braver les suffrages des Sénégalais et d'avoir leur confiance, aujourd'hui sont en train de s'effriter. Le travail aussi que nous avions promis aux Sénégalaises et aux Sénégalais, qui voulait dire qu'à compétence égale, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, aujourd'hui nous sommes désolés de dire qu'il y a malheureusement dans la population un doute qui naît. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est de sauver le soldat Macky Sall en lui permettant d'avoir un réceptacle, en lui permettant d'avoir des responsables et des militants qui ont le courage de dire que le soldat Macky Sall ne sera pas pris en otage. Gestion clanique, lobbying pour manœuvrer le chef de l'État Macky Sall, à en croire le collège des responsables de l'APR du département de Dakar. Nous devons l'accepter. Il y a des lobbies dans la coalition du Benno Bokk Yakaar. Il y a aussi des lobbies à l'extérieur de la coalition. Mais ce sont des lobbies qui exercent une telle pression sur le chef de l'État que nous, en tant que membres de l'APR aujourd'hui, nous devons nous lever et nous devons dire non. Nous devons dire il suffit. Le président a une vision, il a une mission clairement définie, acceptée par tous et toutes. Laissons-le dérouler cette vision pour le plus grand bonheur des Sénégalaises et des Sénégalais. Une dose de frustration, parce que les gens qui nous combattaient hier, maintenant c'est eux qui nous dirigent. Même pour voir le président de la République, tu es obligé de passer par eux. C'est un peu frustrant quand même. Démonstration de force de tous les acteurs politiques à quelques mois de l'élection présidentielle, la surenchère, le chantage ainsi que des menaces, toutes ces stratégies pour une plus grande considération. Alors à Matam, les populations sont très remontées contre l'État du Sénégal. Elles dénoncent un non-respect des engagements du gouvernement vis-à-vis de leur localité. Selon le mouvement Gomu Yakaar Matam, ils sont les grands oubliés du régime en place. Entre problèmes d'évacuation des eaux usées, absence d'une digue de protection contre les crues du fleuve, mais surtout l'absence d'un plateau technique relevé pour les malades, Matam crie son ras-le-bol dans cet élément de Mansourso. Au tableau dressé par le coordonnateur du mouvement Gomu Yakaar Matam, Seydou Abdoulba n'y est pas allé par 4 chemins pour dénoncer l'injustice sociale dont les Matamois sont aujourd'hui victimes. À Matam, il y a une prolifération de la bilharziose,
nous croyons que c'est l'eau du fleuve qui nous donnait cela, mais en réalité, ce sont les fosses septiques qui ont contaminé la nappe phréatique, et même l'eau de la SDE peut causer et cause des problèmes aux populations de Matam. L'État a diagnostiqué. Face à cette situation, il faut donc des réponses urgentes. Mais ironie du sort, Matam dispose d'un hôpital de dernière génération avec, figurez-vous bien, un plateau technique relativement faible, ce qui n'est pas sans conséquence sur les malades. Les malades sont obligés de faire des centaines de kilomètres pour se faire prendre en charge dans d'autres structures en dehors de la région. À Matam, il y a 2 hôpitaux, l'hôpital de Ourossogui et l'hôpital de Matam. Malgré tout, il nous arrive que nos malades soient référés en dehors de la région, notamment Ndioum, Touba, Dakar. Outre ces difficultés, l'accès dans cette ville demeure un véritable casse-tête pour les populations à cause de l'état chaotique des routes. De guerre lasse, elles mettent l'État du Sénégal devant ses responsabilités. C'est pas l'affaire. Macky Sall élu, il ne devait même pas porter du marron. Le président de la République devait être au-dessus de la mêlée. Mais les populations vont évaluer au bon moment. Les populations vont évaluer au bon moment et prendre leurs responsabilités. Démarrage immédiat des travaux de construction de l'ISEP, construction de la digue de protection contre les crues du fleuve sont entre autres points de revendication de ces Matamois réunis autour du mouvement Gomouya Kare Matam. D'ailleurs, pour tout matérialiser, ils comptent battre le macadam les 11 et 12 mars prochains à travers les artères de la ville de Matam. De Matam, nous nous rendons à Thiès. Les écoles primaires expérimentent le Hondokai. Il s'agit d'une discipline japonaise qui forge le comportement de la personne. L'objectif est de contribuer au développement physique des élèves et leur permettre d'améliorer leur performance scolaire. Selon l'inspecteur d'académie de la région, ce programme démontre que la coopération sénégalo-japonaise est au beau fixe. La correspondance de Daouda Tiando. Un atelier de partage entre les acteurs éducatifs et les volontaires japonais portant sur l'apprentissage par l'expérience concrète a été organisé à l'école élémentaire Amadou Matar Thiam de Thiès dans le but de renforcer le partenariat entre le Sénégal et le Japon. Cette cérémonie de Hondokai tire sa motivation sur les difficultés qu'éprouvent les parents à assurer toutes les facettes éducatives de leur progéniture selon l'IEF. En Hondokai, leurs vertus physiques, leurs vertus physiologiques que l'on retrouve aussi bien dans nos pratiques scolaires que chez eux. Donc il s'agira vraiment d'un bon partage pour que nous tous, ensemble, que nous puissions vraiment valoriser cela dans nos écoles. L'inspecteur d'académie a soulevé le caractère essentiel que revêt cette activité et expliqué en quintessence ce qu'est le Hondokai. Hondokai est une activité sportive qui regroupe tous les élèves de l'école à travers des compétitions. Comme vous le savez bien aussi, l'éducation physique participe au développement, comme je l'ai dit, physique et physiologique de l'enfant, mais surtout le développement des valeurs cardinales, l'endurance, n'est-ce pas, la persévérance, la discipline, le courage, mais surtout le respect des règles sociétales, qui sans elles, véritablement, on ne peut pas parler de communauté. L'un des volontaires nippons soutient que le Hondokai vise 4 disciplines capitales dans la formation de l'enfant. Ces 4 matières sont les mathématiques, l'éducation physique et sportive, l'éducation préscolaire et l'éducation artistique. L'apprentissage par l'expérience est une procédure d'apprentissage qui stimule la réflexion des élèves et permet d'accélérer les activités de développement chez les enfants. La coordonnatrice nippone de ces volontaires signifie que ce type d'apprentissage est synonyme de pédagogie par la découverte. Autrement, on peut dire que c'est l'apprentissage par découverte. Certaines choses, les enfants apprennent. À l'image de l'éducation physique, artistique, scientifique et mathématique, le Hondokai demeure une discipline fondamentale à la formation d'un homme.
À présent, la conférence internationale sur la vie et l'œuvre de Cheikh al-Islam et Elhadji Ibrahima Niasse, une initiative de ses disciples basée à Dakar. Ils ont magnifié le parcours exemplaire de leur guide Baye Niasse. Les participants sont revenus sur la dimension d'unificateur de Baye à travers la faïda, mais aussi le rôle qu'il a eu à jouer dans l'effort de pacification du monde musulman. Les temps forts de cette conférence avec Elhadji Moussa Bey. Les disciples Tidjane ne se lasseront jamais de rendre hommage à Cheikh Ibrahima Niasse pour son apport à la paix mondiale. Réunis à travers un comité d'organisation, les disciples de Dakar ont, à travers cette conférence internationale tenue, à revisiter la vie et l'œuvre du saint homme. Cheikh Ibrahima Niasse Baye a toujours servi ses actions en faveur de l'humanité. Son unique souhait résidait sur le fait d'aider les croyants à connaître Allah. Un saint homme de son envergure mérite d'être enseigné en modèle à la jeune génération. L'universalité de celui que l'on surnomme Babul Faïda, l'héritier de Cheikh Ahmed Tidjane, n'est plus à démontrer qui ont effectué le déplacement. Différentes communautés l'ont suivi dans ses enseignements et grâce à la kalima, la ilaha illallah, Baye a pu unir toutes ces communautés qui pourtant ne parlent pas la même langue. Des délégations de la sous-région telles que la Côte d'Ivoire, la Mauritanie, le Nigeria et la Palestine se sont joints à l'événement. Celle de la Côte d'Ivoire est revenue sur le message à caractère universel de Baye. C'est un message universel parce que Cheikh Ibrahima Niasse est le représentant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ra'aytu Rasulallahi nassa bi annani safirun lahu fil kainati mukhallisu. J'ai vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il m'a déclaré que je suis son ambassadeur. La conférence internationale s'est tenue sous la présence effective du guide religieux et fils de Baye, Mounhamina Ibrahima Niasse. Il s'est appesanti sur le terrorisme avec l'attaque récente perpétrée au Burkina Faso. Il a d'ailleurs invité les disciples Tidjane à une meilleure cohésion pour lutter contre ce phénomène. Les ambassadeurs de la Mauritanie et de la Palestine au Sénégal étaient également de la partie. Leur présence à cette conférence témoigne des excellentes relations que Baye Niasse entretenait avec ces pays et perpétrées par ses fils. Ces diplomates ont aussi apporté des témoignages sur Cheikh Ibrahima Niasse qui représente à leurs yeux un modèle à suivre, surtout pour la jeune génération. Nous les écoutons au micro de notre reporter. Cheikh Ibrahima Niasse, c'est parmi les rares lustres savants de ce continent et du XXe siècle qui a su traduire l'islam en message pratique et qui a réussi, grâce à Dieu, d'aller vers les citoyens de ce continent et au-delà des autres continents pour amener ceux qui étaient dans l'obscurité vers la lumière de l'islam. Donc nous sommes en reconnaissance totale à ce personnage